l'âge de 20 ans, j'aimais faire la fête. Et après une longue nuit, j'ai pris ma moto et j'ai loupé un virage. Et donc maintenant, je suis hémiplégique. J'ai commis un homicide involontaire en tuant mon petit cousin de 4 ans, en jouant au cow-boy aux Indiens. Mon premier rapport sexuel, je suis tombée enceinte. Le tracteur a commencé à dévaler, puis il est monté sur le petit talus et puis il est retombé sur elle. Elle est morte sur le coup. Être handicapé, il faut l'accepter, il faut apprendre à vivre avec. Il faut accepter le regard des autres. Puis je me suis surtout culpabilisée. Pour moi, c'était moi qui aurais dû être morte, quoi, pas elle. J'ai essayé d'effacer. J'ai essayé d'effacer tout au long de ces 30 et quelques années. J'ai pas eu le choix, j'ai été obligée d'accepter cet enfant. Et en fait, ça m'a détruit, quoi. Et ça l'a détruit, lui aussi. Vivre avec cette douleur, je pense que c'est horrible, quoi. Mais je crois que c'est une empreinte sur soi. Il faut vivre avec. J'ai vécu 10 ans de galère, mais la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. C'est rien de soleil, la vie. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Mes invités d'aujourd'hui ont tous commis une erreur durant leur adolescence qu'ils ne pourront jamais effacer et qui les poursuit encore des années après. Alors comment vivent-ils avec le poids de cette erreur de jeunesse et comment réussir à avancer avec ce passé qui leur colle à la peau? Eh bien, ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et pour commencer cette émission, voici Annick. Bonjour Annick. Bonjour. Annick, votre erreur remonte au 15 septembre 1968. Que s'est-il passé précisément ce jour-là? J'ai ma sœur qui a été tuée avec un tracteur. Donc, je conduisais, enfin, elle avait voulu conduire le tracteur. Et donc, à ce moment-là, Elle était plus jeune que vous, votre sœur? elle avait 11 ans. Et vous? 17 ans, 18 ans. Donc vous étiez l'aîné. Oui. Donc dans quelles circonstances cet accident a-t-il eu lieu? À ce moment-là, j'étais partie avec elle chercher du maïs dans un champ. Et donc en rentrant dans le champ, elle m'a fait un petit chantage quand même pour me dire ben, tiens, les autres, tu les laisses conduire parce que nous étions une grande famille. Et donc je l'ai laissé conduire et puis à un moment donné, je lui ai demandé de s'arrêter parce qu'il fallait que je charge le maïs dans la charrette. Et donc c'était pour faire le tour de champ, mais c'était habituel. Et donc, et là quand je lui ai demandé de s'arrêter, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une petite pente suffisamment. Bon, j'étais peut-être trop jeune et le tracteur a commencé à dévaler. Puis il est monté sur le petit talus et puis il est retombé sur elle. C'est-à-dire qu'elle est tombée du tracteur et le tracteur s'est renversé sur elle. Voilà. D'accord. Donc vous avez compris tout de suite que c'était Oui, très parce que grave. le visage était sous l'aile et le sol, quoi. Par quel sentiment êtes-vous passé? Là, j'ai eu un blanc. Je suis restée tétanisée au sol. Je n'ai pas pu bouger. J'ai crié simplement. J'ai crié, puis il y a un voisin qui est arrivé. Après mon frère, puis après mon père, mais je n'ai pas eu la notion du laps de temps, là, entre les trois arrivées, qui a duré au moins 10 minutes. Ils ont eu le temps d'appeler les secours? Non, ben, il n'y avait pas de secours à prendre. Hein. On a vu tout de suite que c'était fini? Ah oui, c'était fini. Et puis, oui, là, bon, d'un côté, heureusement qu'elle n'a pas crié, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Elle est morte sur le coup. C'est une image qui vous a hanté toute votre vie? On ne peut pas oublier, hein. Vous en avez fait des cauchemars? Oui. Puis je me suis surtout culpabilisée. Pour moi, c'est elle qui devait être...
c'était moi qui aurais dû être morte, quoi, pas elle, quoi. C'était surtout cette culpabilité d'être auriez vivante préféré alors qu'elle elle était morte, quoi. Vous auriez préféré Ouais, mourir à sa place ouais. plutôt que de vivre avec cette culpabilité? C'est une culpabilité qui vous a empêché de faire beaucoup de choses dans votre vie? Oui. Ouais, beaucoup de choses au niveau épanouissement, enfin, surtout à l'âge de 18 ans. Et puis là, en plus, j'ai eu ma mère qui était décédée 15 mois auparavant, et donc j'étais déjà à la maison, m'occupant de mes frères et sœurs. Et donc, là, je me suis mise à fond, quoi. Je n'ai fait que ça. Pendant 7 ans, m'occuper de la famille. Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. On va ouvrir la première partie de notre émission Jeune et insouciante. On voit en tout cas que ce n'était plus votre cas d'être insouciante après ce drame. Je vais me tourner vers Yvonne Poncé-Bonissol, notre psychologue. Terrible drame, par quelle étape psychologique passe-t-on lorsqu'on est responsable de la mort de quelqu'un et qui plus est sa propre sœur? Tout à fait. Annick décrit combien les premiers moments, ce sont des moments d'anesthésie où il n'y a plus d'émotion, on est comme mort. Je veux dire qu'il y a une sorte de mort psychique, donc on ne ressent plus rien. Ça, c'est un premier temps. Ensuite, dès qu'on prend conscience que l'être qu'on devait protéger est mort, parce que vous aviez à la fois une fonction protectrice quasiment maternelle, vous êtes envahi d'une sorte de panique et vous auriez préféré être morte à sa place. C'est-à-dire que votre place était du côté du mort et pas du côté de la vie. Et ensuite, bien sûr, il y a toutes les étapes du deuil par lesquelles on traverse, c'est-à-dire la colère, l'incapacité aussi à dire ses sentiments, parce qu'il y a un sentiment de honte et de culpabilité qui se met en place. On n'ose pas parler. Parfois, ce genre d'événement est tabou dans la famille. Oui. C'est-à-dire, on n'en parle pas, on se met en recul, parce que parler, c'est faire revivre la scène. Ce que vous décrivez, Annick, c'est vraiment toutes les étapes d'un véritable trauma, avec une image qui persiste des années et des années après. Et ça procure quoi? Quel mécanisme vous mettez en œuvre pour tenter de survivre? D'une part, une forme de surprotection vis-à-vis des gens que vous aimez, c'est-à-dire frères, sœurs et peut-être enfants, une incapacité de vous autoriser au plaisir, c'est-à-dire que vous êtes constamment dans une forme d'abnégation quasiment sacrificielle. Vous voulez sacrifier votre vie, vous pensez d'abord aux autres avant de penser à vous. Pas question d'être vous dans des instances de bonheur parce qu'il faut que vous soyez toujours en train de vous punir. Vous devenez à la fois votre juge, un juge très sévère, et votre propre bourreau. Donc après, il y a aussi des métiers qu'on choisit qui sont des métiers de réparation. Bien souvent, on a envie de soigner, on a envie de réparer. Toute notre vie, finalement, ou toute votre vie, Annick, est destinée à faire en sorte de protéger l'autre, de l'aider, de le réparer. Donc des métiers de médecin, d'infirmière, voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis restée à la maison pendant 6 ans et puis par la suite, je me suis trouvée infirmière. Donc une forme d'abnégation de soi. Et quand on a des enfants, alors là souvent, c'est un petit peu la maman hyper protectrice, elle colle à ses enfants, de peur que la répétition ne se mette en route. C'est-à-dire la peur panique de l'accident. Et ça peut être étouffant pour les enfants. Voilà tous ces mécanismes. Très bien. Nicolas est également parmi nous. Bonjour Nicolas. Une réaction peut-être, Nicolas, au témoignage d'Annick? Oui, ça me fait réfléchir car je suis issu d'un milieu agricole comme Annick et ça aurait pu très bien m'arriver avec mon petit frère avec qui j'ai grandi. Que vous avez laissé conduire Je n'ai pas souvenir l'avoir fait, mais ça aurait pu m'arriver très facilement. Et ça aurait pu m'arriver complètement, oui. Alors vous aussi, Nicolas, vous avez commis une erreur de jeunesse qui a gâché votre vie. De quoi s'agit-il ? Oui, donc moi, à l'âge de 20 ans, j'aimais faire la fête. Dans le sud-ouest, on fait la fête. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais dans l'insouciance de la jeunesse. À 23 ans, on se sent invincible et fort. Et là, ce jour-là, j'avais fait une soirée bien arrosée avec des copains qui a duré tard dans la nuit. Et vous habitez où, dans le sud-ouest ? À côté de Marmande. Ah, d'accord, dans le Lot-et-Garonne. À Agen, voilà. Où il y a des bons pruneaux, des bons magrets de canard. Il y a un peu de tout chez nous. Et donc, vous êtes rentré... ce soir-là, voilà... Une soirée un peu trop arrosée comme beaucoup que je faisais à cette époque-là. Parce que dans le sud-ouest, il y a Bayonne pas loin, il y a les grandes fêtes de par là-bas.
Et donc j'ai après une longue nuit, j'ai pris ma moto et j'ai loupé un virage à 1 km de chez moi. Donc je suis passé par-dessus, j'ai tapé la tête au sol et je suis parti dans le coma pendant 1 mois et demi. Et j'ai fait 10 bonnes années de rééducation intensive où il a fallu tout remettre en question et reprendre sa vie en main. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans quel état suite à cet accident? Et donc j'ai fait 1 mois et demi de coma, donc un soin intensif sur Bordeaux. Ouais. Et après, suite à ça, il y a eu un éveil, donc pour se réveiller du coma doucement. Et il y a eu 5 lourdes années de rééducation intensive, suivies de 5 ans, donc ça fait 10 ans au Est-ce que total. vous étiez dans quel état? Et j'étais donc en fauteuil au départ, Vous étiez? en fauteuil roulant. Ouais. Et donc maintenant, je suis hémiplégique. Hémiplégique. Hémiplégique, c'est-à-dire le côté C'est-à-dire gauche paralysé, donc Toujours jambes et aujourd'hui pieds, voilà, ouais. Et là, aujourd'hui, voilà, ça s'est consolidé, il faut entretenir, ça peut dégraisser, donc il faut faire de la kiné régulièrement, tous les jours, toutes Mais les vous semaines. êtes capable de marcher aujourd'hui? Oui, je remarche avec une légère boiterie. Ouais. Donc voilà, j'ai une jambe qui traîne plus par rapport à l'autre. On D'accord. m'appelle le clic-clank par chez moi. Le quoi? On m'appelle le clic-clank. Le clic-clac. Bon, parlez vite, hein? Oui, c'est un peu le problème du sud-ouest. Ah bon? Du sud-ouest, de moi-même. Ah bon, de vous-même, oui, parce que dans le sud-ouest, Oui. on parle pas si vite. Je parle un peu trop vite. D'accord. Quels sentiments se sont emparés de vous en entendant le diagnostic des médecins? Hémiplégie, ça fait peur, non? Oui, sur le coup, c'est quand même un sacré coup au moral, surtout quand on a 22 ans, pardon. C'est un sacré coup au moral, donc on se dit que la vie est foutue, qu'il a fallu du temps pour rebondir. Donc, Vous avez quel âge aujourd'hui? maintenant j'ai 32 ans, donc ça fait 10 ans. Ouais. On est passé par des périodes dures, beaucoup de rencontres, et ces rencontres m'ont mené à un rebond. On en parlera tout à l'heure. Alors, on en parlera tout à l'heure, exactement. Vous connaissez le programme de l'émission. Quelles répercussions? Vous regardez l'émission tous les jours, vous? Non? Non, je travaille. Ah bon, vous travaillez dans les champs? Je suis réinséré depuis peu dans le milieu du golf. Ah, bonjour Karl. Il y a 33 ans, Karl, vous avez commis une faute que le temps ne pourra jamais effacer. Quelle faute? J'ai commis un homicide involontaire en tuant mon petit cousin de 4 ans, en jouant au cow-boy aux Indiens. Alors, vous aviez quel âge, vous, à ce moment-là? J'avais 13 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter le contexte? Vous dites homicide involontaire, vous étiez en train de jouer avec un cousin, j'imagine, que vous adoriez. Village de vacances, l'été, au mois d'août. Des petits cousins, 4 ans, 6 ans, 9 ans, qui sont en train de jouer, vouloir participer à ce jeu, utiliser un objet décoratif à la maison. C'était une arme qui n'était apparemment, qui ne devait jamais être chargée. Et on vous avait dit de ne jamais l'utiliser, cette arme, je crois. Cette arme, il ne fallait pas y toucher, bien sûr. Ouais. On vous l'avait dit plusieurs fois? C'était quelque chose qui se savait. Et bon, rentrer dans un schéma de réponse, prendre l'arme, et puis viser entre les deux yeux un petit cousin, entendre une décharge, ne rien comprendre, absolument rien. La détonation, l'image, un silence, le blanc. L'image, c'est-à-dire? Ce qui nous poursuit pendant des années. Ce qui a été un petit peu l'objet de 15 ans de questions. Savoir pourquoi y avait-il une balle, pourquoi il y avait cette détonation. Une fois que l'accident est commis, une fois que tu te retrouves avec cette image, tu vis avec cette image pendant des années. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez entendu ce bruit et où vous avez vu qu'une balle s'était logée dans le crâne de votre cousin? On comprend tout de suite ou on reste dans le jeu finalement, dans l'imaginaire? Dans mon cas, j'avais utilisé l'arme 24 heures avant. J'avais utilisé l'arme et bon, enfin, c'est un objet. On prend une arme, on l'utilise, on fait comme un carton, clac clac. Celle-là, vous l'aviez utilisée? La même arme. 24 heures avant, quelques heures avant, je l'avais utilisée. Mais vous aviez appuyé? Et j'avais tiré avec l'arme, effectivement. Oui. Et elle était chargée? Non, il n'y avait aucune détonation. Ouais. Le lendemain soir, tu prends le même objet et puis tu entends un coup de feu, tu comprends pas. Premièrement, tu comprends pas. Tu dis c'est pas possible.
Il y a le refus d'accepter, en fin de compte, cette détonation, quoi. Et comment ça s'est enchaîné après? J'imagine que Je suis jeune. la détonation a alerté. Il y avait la famille, c'était le soir. Moi, je me souviens qu'en fin de compte, j'imagine que ma famille est intervenue. Mon cousin est mort sur le coup. Il y avait mes petits cousins à côté. Je suis tombé dans un moment de silence, un blanc complet, quoi. Et On s'est occupé de j'ai vous quitté la pièce. J'ai quitté la pièce et On vous a crié dessus, on s'est occupé de vous. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Ou tout le monde était concentré sur l'état de votre cousin? ces moments-là, je les ai effacés, Sophie. Je pense que la mémoire est sélective. C'est la raison pour laquelle on est sur ce plateau. Je pense que Nicolas est là. Il a fait preuve de... Il y a une formule pour en arriver là. Il y a une formule, il y a une démarche. Il y a une formule, je veux dire. Il y a des gens qui s'en sortent pas. Il y a des gens qui arrivent à reconstruire, à refaire leur vie, à vivre. On peut vivre des années. Vous nous raconterez où vous en êtes aujourd'hui. Très Vous bien. nous disiez qu'on ne s'en sort pas, on vit avec. Comment vous avez vécu avec? Vous nous raconterez tout ça, mais d'abord, on va saluer Marie-Ange. Bonjour Marie-Ange. Votre vie a pris un nouveau tournant à l'âge de 17 ans. Pour quelle raison? Eh bien, j'ai vraiment pas eu de chance. Mon premier rapport sexuel, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai eu un bébé. Je n'en voulais pas. Vous l'avez su à combien d'aménorrhées? Et je ne le savais pas du tout. Je l'ai su, j'étais enceinte de 3 mois. Vous étiez amoureuse du géniteur? Pas du tout. C'était ma première expérience. Disons que c'était un flirt. Et bon, je me suis laissé faire. Je me suis dit, après tout, pourquoi pas. J'étais jeune. Et puis, oui, j'en étais un petit peu amoureuse quand même. Hein. Donc, je suis allée voir mon père qui m'a dit, écoute, avant, les parents de ce jeune homme m'ont dit, il faut vous faire avorter. Donc, à l'époque, ça ne se faisait pas. Il fallait partir à l'étranger. Et j'ai complètement paniqué. J'ai eu peur. Finalement, j'ai gardé cet enfant. Et pour moi, ça a été un choc terrible. Car je faisais encore mes études, et lui aussi. Lui habitait dans une ville loin d'où je vivais. Vous envisagiez de vivre avec lui? De faire votre vie avec lui? Non, du tout. Mais à partir du moment où vous avez décidé de garder cet enfant, vous l'avez envisagé? Oui, tout à fait. Il était d'accord? Il n'en voulait pas, non plus. Mais j'étais jeune, naïve, et en plus, je vivais avec mon père. Comment il a réagi, votre père, quand vous êtes allé le voir? Très mal. Pour lui annoncer que vous étiez enceinte? Très, très mal. Il vous a dit quoi? Il m'a dit, à moi, c'est pas vers moi qu'il s'est tourné, c'est plutôt vers lui. Il lui a dit, écoute, maintenant, il faut que tu assumes et que tu te maries avec elle. Parce que dans ce temps-là, c'était très grave. Je parle de ça il y a 41 ans en arrière, c'était quelque chose d'insupportable. Une fille mère, c'était l'horreur. Donc, on s'est mariés. Et avant l'accouchement? Avant l'accouchement, je me suis mariée, j'étais enceinte donc de 5 mois. Vous gardez un bon souvenir de ce mariage? C'était quand même un mariage d'amour? Non. Je me rappelle, ma meilleure amie est venue me voir, j'étais en train de m'habiller, je me suis mariée, j'étais en bleu ciel avec une capeline blanche, une grande robe, j'ai fait ça, ça ne se voyait pas en plus. Et elle m'a dit, tu l'aimes? Je lui ai répondu, je l'aime bien. Donc c'était vraiment un copain plus qu'un mari, un amant, quoi. Je ne savais pas du tout ce que c'était, en fait, l'amour. Pour moi, c'était quelque chose de... Enfin bon. Et mon petit garçon est venu au monde. Et il a failli mourir à la naissance. Donc, déjà... Qu'est-ce qui s'est passé à la J'ai naissance? accouché, j'étais enceinte de 9 mois à presque 10 mois. Vous avez bien vécu votre grossesse? J'ai mal vécu ma grossesse, déjà. Et dans ma tête, je me disais, mais pourquoi je porte cet enfant? J'ai pris 24 kilos en plus.
Et je ne le désirais pas du tout. C'était un enfant qui ne devait pas venir au monde. D'où le fait qu'il ait tardé à venir au monde. Je pense qu'il devait le sentir finalement. Oui, certainement. Oui. Puisque vous dites que vous avez accouché à combien? Oui, presque 10 mois. Et j'ai failli le perdre. Bah oui, parce que et les médecins vous ont pas... Et j'ai failli mourir aussi. Voilà, j'ai fait des hémorragies, ça s'est très mal passé, j'ai eu mes douleurs le mardi et j'ai accouché le vendredi. C'était atroce, j'ai vécu l'enfer. Ils m'ont posé un sac de sable à l'époque, je me rappelle, un petit sac de sable pour le faire descendre parce que le bébé descendait pas. Ils m'ont pas fait de césarienne, ils m'ont retiré cet enfant avec la cuillère. J'ai été déchirée, enfin ça a été l'horreur pour moi, quoi. Est-ce que quand cet enfant est né, vous avez ressenti de l'amour pour lui? Pas du tout. Ou sa venue au monde n'est qu'assortie d'un souvenir de douleur, d'après ce que je comprends, de souffrance? De souffrance surtout, et puis en plus, alors j'ai beaucoup souffert pour le mettre au monde, et en plus on me l'a retiré, puisque bon, il n'allait pas bien. Je me rappelle du pédiatre qui passe dans ma chambre et qui me dit « Votre enfant a un pied dans la tombe et l'autre sur terre ». Donc ça voulait bien dire ce que ça voulait dire, j'ai failli le perdre. Et puis, au bout de 3 jours, on vient me voir dans ma chambre et on me dit « Votre enfant vient d'avoir une méningite purulente ». Bon. On me dit « Vous savez, normalement, il a eu une fièvre qui augmente et qui ne baisse pas. On n'arrive pas à faire baisser sa fièvre. Normalement, il doit mourir. Vous n'allez pas pouvoir le garder. » Est-ce que vous étiez presque soulagée en entendant ça? Soulagée, non, parce que je l'ai quand même porté pendant 9 mois dans mon ventre. Il a bougé, je le sentais, cet enfant. Et je me disais, bon, puisqu'il est là, de toute façon, je dois l'accepter. Mais l'abandonner, de toute façon, il en était hors de question. J'aurais jamais abandonné cet enfant, je ne voulais pas. Et puis, donc, on me l'a rendu au bout de 3 mois. Vous ne l'avez pas eu pendant 3 mois? Pendant 3 mois. Et on me disait, il faut aller le voir à la maternité. Bon, alors, j'y allais, je le regardais, je repartais. Et une fois, il y a une sage-femme qui m'a dit, c'était tout au début, ça, elle me dit, est-ce que vous voulez l'allaiter? Parce qu'elle me dit, bon, il était dans un milieu stérile. Alors on m'a mis un masque et on m'a dit, est-ce que vous voulez l'allaiter? Et bizarrement, il a refusé le sein, il n'a pas voulu. Donc, bon, bah, le biberon, hein. Alors on me tirait mon lait, on lui donnait, voilà. Et quand il est rentré à la maison, quand je suis allée le chercher, je me rappelle toujours, il pleurait sans arrêt, il pleurait, ce pauvre petit. Et j'arrivais pas à le prendre dans mes bras. Parce qu'en fait, il y avait eu non seulement ce rejet de maternité, je ne le voulais pas, mais en plus, je l'ai eu 3 mois après. Je me demandais ce qui venait au milieu de mon mari et de moi, cet enfant, qu'est-ce qu'il venait faire là, en fait. Et ça a été très dur pour moi, très, très dur. Et puis, bon, la vie fait que, bon, je l'ai accepté, c'est devenu mon enfant, et voilà. Mais pour rien au monde, je l'aurais abandonné, ça, c'est sûr. Eh bien, on verra quelles conséquences cela a sur la psychologie d'un enfant lorsqu'il ressent qu'il n'a pas été désiré. On va ouvrir à présent la deuxième partie de notre émission, une erreur qui coûte cher, et on revient vers Annick qui nous racontait tout à l'heure qu'elle se sent responsable du décès de sa petite sœur causé lors d'un accident de tracteur. Vous aviez 18 ans à l'époque, c'était il y a 45 ans. Quel impact cet accident a-t-il eu sur l'équilibre de votre famille? Personnellement, bon, il n'y avait pas du tout d'écoute ou quoi que ce soit, mais je me suis retirée, je me suis retranchée, j'ai fait ce que j'avais à faire, et puis je devais travailler, et puis c'était tout, quoi. J'avais pas de charge. Vous racontiez tout à l'heure que votre maman était décédée quelques mois plus tôt, donc vous vous êtes retrouvée à la tête de cette famille, peut-être, devant vous occuper de vos frères et sœurs. Voilà. Ils étaient combien? 8 en tout. Enfin, j'en avais 4 qui étaient 5 plus jeunes que moi. Donc c'est vous qui gériez la maison. Et pourtant diminué par le poids de cette culpabilité, j'imagine? Je pense que c'était peut-être, ça s'était peut-être inversé, que ça devenait un devoir par rapport à la culpabilité. Je devais faire ça pour porter cette croix, quoi. Vous en parliez de ce ressenti? Non, à personne, justement. Il n'y avait pas du tout d'écoute, il n'y avait pas de... C'était tabou, c'était tabou. Personne n'en parlait? Personne n'en parlait. Et trop de souffrance?
puis même quand j'ai eu essayé d'en reparler, mais bon, c'est du passé, on avance. Donc voilà, c'était vraiment le... À quel point le souvenir de votre sœur vous hantait? Bah déjà, quand on sortait au bal déjà le soir, je conduisais mes sœurs au bal, puis pendant qu'elles étaient au bal, j'allais au cimetière le soir. Vous vous interdisiez la fête? Oui, et puis j'avais pas envie. Je ne devais pas être là, quoi. Donc c'était surtout ça. Et puis j'étais là pour m'occuper de la famille, de m'occuper du travail, mais autrement je n'avais rien à faire. Est-ce que cette culpabilité a eu des répercussions dans votre vie de femme? Est-ce que vous vous êtes autorisée une vie de femme? Une vie de femme, je me suis trouvée enceinte, ça n'avait pas été projeté. Bon, je me suis retrouvée enceinte, mais c'est vrai que je n'avais pas le droit, personnellement, d'avoir des enfants. Et puis... Pourquoi vous n'aviez pas le droit d'avoir des enfants? Parce que j'étais encore dans la culpabilité, que j'avais fait ça... Vous ne vous autorisiez pas le droit? Non. Et donc, vous avez gardé cet enfant? Oui, j'ai gardé cet enfant, mais bon, après, je l'ai étouffé, quoi, un peu. Pourquoi? Parce que je la surveillais pour voir si elle... respirait, si la moindre petite chose qu'elle avait, c'était un drame, quoi. Vous êtes inquiétée à outrance? Oui. Est-ce que vous diriez que vous avez pu profiter quand même de la vie, de moments de bonheur ou... Oui. Oui, quand même. Un peu, oui. Et puis j'ai eu un deuxième après, donc qui a quand même réussi à ouvrir les portes vers le bonheur. Pourquoi vous riez? Parce qu'il a réussi à ouvrir la porte sur le bonheur. C'est surtout ça. Et professionnellement, vous aviez toujours voulu être infirmière ou ce souhait est arrivé après le décès de votre sœur? Il n'y a pas eu de souhait, c'était la vie voulait, c'est arrivé comme ça. Donc, ça a toujours été lié à une angoisse. Vous aviez toujours une angoisse vis-à-vis de vos patients, la peur de mal faire, la peur de commettre à nouveau l'irréparable. Voilà. Et j'avais des cauchemars la nuit et des crises d'angoisse. Alors, vous avez répondu à notre appel à témoins. Quel est le sens de votre présence sur notre plateau? Je pense que le gros souci, c'est que quand il y a un accident où quelqu'un est impliqué, il n'y a pas de suivi par la suite parce que la famille ne peut pas non plus porter cet accident. Parce que pour eux aussi, c'est un drame, mais il n'y a pas de suivi extérieur, quoi. Il y a un crash dans un avion ou autre chose, vous avez une réunion de psychologues où vous êtes soutenu, vous êtes... En fait, vous regrettez de ne pas avoir été suivi psychologiquement, soutenu, aidé? Oui. 45 ans après, finalement, on voit bien que vous portez toujours autant cette culpabilité. On voit bien que ça vous hante toujours autant. Mais je crois que c'est une empreinte sur soi. Il faut vivre avec. Yvonne. Alors vous dites fort bien que c'est une empreinte. Or c'est vrai que quand il y a un vrai traumatisme, parce que vous avez vécu un vrai traumatisme, il y a ce qu'on appelle effectivement du débriefing et du diffusing, c'est-à-dire on essaie de réparer cette image qui va vous hanter pendant de nombreuses années. Donc, et qui crée une forme de culpabilité. On fonctionne d'une manière robotisée longtemps, on fonctionne avec du devoir, le sens du devoir, on se tait et on s'enferme effectivement dans la solitude. Et c'est vrai qu'une prise en charge très très précoce ou tout de suite après l'accident eût été bénéfique pour vous. Néanmoins, il faut comprendre aujourd'hui que cet acte est passé par vous, mais n'est pas en vous. C'est-à-dire que c'était à votre insu. Et ça, très vite, vous auriez dû être déculpabilisé par votre entourage, en parler, être protégé. Et là,
jusqu'à votre mariage, ou peut-être jusqu'à votre deuxième enfant, vous n'êtes pas autorisé à vivre pleinement vos propres désirs. Toujours peur, comme vous disait Sophie, de faire l'irréparable, peur de la mort, peur d'être responsable à nouveau d'une autre mort, donc peur qu'il arrive quelque chose à vos patients, peur qu'il arrive quelque chose à vos enfants. Donc ça, maintenant on fait effectivement des thérapies qui sont des thérapies courtes, brèves, et qui travaillent sur cette image qui reste fixée dans la mémoire émotionnelle. On fait on l'a déjà dit souvent, mais ces techniques comportementales et cognitives, ces techniques de MDR qui permettent de travailler vraiment sur le trauma, parce que vous, c'est de la scène dont il s'agit, la scène de votre sœur. Vous n'êtes pas responsable, mais vous vous sentez constamment coupable. Responsable ne peut pas dire non plus. J'ai accepté Vous avez accepté quoi? qu'elle conduise le tracteur. Oui, mais par chantage. Par Vous avez dit, chantage. voilà. Et ça, vous avez oublié. Donc, vous oubliez que c'est un petit peu elle qui a forcé Ah oui. votre... voilà. Mais d'emblée, c'était vous la coupable. Et vous êtes resté collé à cette image de culpabilité qui vous a mis dans une position d'abnégation de votre vie pendant longtemps. Et une dimension très sacrificielle, avec des phobies d'ailleurs. La phobie qu'il arrive quelque chose à vos enfants, vous les regardez respirer, une surprotection. Et bien souvent, quand on a un traumatisme comme ça, on colle aux gens. On est très insécure tout le temps. Nicolas, suite à un accident de moto, à l'âge de 22 ans, vous vous êtes vous-même retrouvé hémiplégique. Comment avez-vous traversé les mois qui ont suivi votre accident? Psychologiquement? Voilà. Et je reprends un peu. Tout à l'heure, vous disiez rendre d'une façon, le mal qu'on a fait, le rendre d'une façon positive. Et moi, je me suis servi comme pas mal en thérapie un peu psychologique, d'aller voir des jeunes dans les lycées, collèges. J'allais faisais ça pour la sécurité routière de mon département. Et ça m'a beaucoup servi de thérapie d'aller voir les jeunes et expliquer ma connerie, ma bêtise. Mais à la différence d'Annick, vous avez été suivi psychologiquement. Voilà, j'ai été suivi à un centre par un psychologue, un neuropsychologue. Ça vous a fait du bien, j'imagine. Ça vous a permis d'accepter votre d'accepter état. l'handicap, ce que j'étais devenu. Ouais. Et après, pour le côté pratique, j'allais témoigner en sécurité routière. Ça m'a beaucoup aidé, tout ça. Ouais. Ça donne du sens à ce qui vous est arrivé, quoi. Voilà, tout à fait, ouais. Alors, votre accident a eu lieu il y a 11 ans. Aujourd'hui, vous avez décidé d'aller de l'avant et de tourner enfin la page de cette erreur de jeunesse. Prendre en main son destin. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous à Tombebeuf. Voilà. Tombebeuf. Tombebeuf. Tombebeuf, dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Ans après son accident de moto, Nicolas garde des séquelles irréversibles. Pour pallier au mieux son handicap, il doit faire quotidiennement des exercices de rééducation. Être handicapé, il faut l'accepter, il faut apprendre à vivre avec, il faut accepter le regard des autres. Le fait de souffrir quotidiennement est dur à accepter à mon âge. Je me dis souvent, j'ai l'impression d'avoir 70 ans. Je pense que je paye l'insouciance de ma jeunesse, que j'avais à 23 ans. Et je paie le prix fort de cette insouciance. Quelques heures avant son accident, Nicolas avait passé une partie de la nuit à faire la fête avec son ami Lilian. C'est ici, sur cette route départementale, que la vie de Nicolas a changé à jamais. J'arrivais ici, à Faume. J'étais à 120, c'est sûr. Je suis passé là, tu vois, tout droit. J'ai pris là-bas l'angle du fossé. Je pense que j'ai ripé, j'ai tapé la tête en face dans le talus. Et là, bon, bien sûr, inconscient, coma, quoi. Comment t'as réagi quand tu as appris l'accident? J'ai ressenti de la peine et une part de responsabilité, ne pas avoir réussi à t'en empêcher. Ouais. On t'avait conseillé de rentrer avec des copains en voiture, hein, mais comme tu étais vachement têtu et borné, tu avais insisté et tu avais finalement pris la moto. Si c'était à refaire, Nicolas, je t'aurais ceinturé dans la voiture pour t'empêcher de prendre la moto. Je t'aurais ramené chez toi pour éviter que tu prennes cette moto. Ouais, par la force, quoi, tu me... Ouais. Aujourd'hui, Nicolas a décidé de tourner la page de son accident. Depuis près d'1 an, il a trouvé un emploi de jardinier dans un golf.
que j'ai eu très peur de pas pouvoir retravailler, quoi. Hein. Les docteurs avaient l'air sceptiques à l'idée que je retravaillais un jour du fait de mes diverses pathologies. Il a fallu faire le deuil de devenir agriculteur. Chose qui a été dure et longue, car c'était une très forte passion étant né dans ce domaine-là. Et c'est des métiers par lesquels on est très attaché, parce que c'est un métier où on vit à 100%. D'avoir pu retrouver ce travail au bout de 10 ans, c'est vraiment une victoire. Et c'est un peu le bout du tunnel qui commence à approcher, et donc la lumière au bout. C'est David, le directeur de ce golf, qui a tendu la main à Nicolas en lui proposant un emploi. Ok, fais attention à ça. Et ça, je ne veux pas trop le voir tendu. Plutôt comme ça. Ouais. Aujourd'hui, les deux hommes sont devenus amis. En fait, j'ai tout simplement été touché par ton histoire parce que c'est quelque chose qui aurait pu arriver, qui pourrait m'arriver. C'est effectivement une erreur de jeunesse que j'aurais pu faire. Et on a tous droit à une seconde chance et une vie normale. Aujourd'hui, on en est là, on travaille ensemble. Demain, si nos chemins se séparent, moi je continuerai à avoir un œil sur toi et je te lâcherai pas comme ça. J'ai vécu 10 ans de galère, mais la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. C'est rien de soleil, la vie. Je suis fier. Vas-y, mon Davidou. Bon, alors, Nicolas, d'abord, moi, ça m'agace parce qu'alors, avec un seul bras, vous avez l'air de mieux faire partir vos balles que moi. Il est formidable, ce monsieur. Si, c'est mon sauveur. Ouais. Hein? Et la rencontre du golf a été un déclic, quoi. Ouais. Wow, belle photo, on dirait un professionnel. Hein? Ça, c'est en Italie. Et vous y êtes mis quand? Je m'y suis mis en rééducation, c'était en 2008. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Est-ce que vous êtes prêt à consacrer un peu de temps à une compagne? Bien sûr, tout à fait. Ça, c'est pas écarté. Bon, alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour donner espoir à des gens qui étaient dans ma situation. Leur donner espoir et leur donner envie d'y arriver, de ressortir, d'y croire. De rebondir face à un handicap, face à un orage qui tape à sa vie, quoi. Parce que moi, c'est ça, c'était une tempête qui a bouleversé ma vie pendant 10 ans. Ça a été long, ça a été des stages thérapeutiques de réinsertion pour voir dans quelle voie m'orienter. Ça a été compliqué, avec les avis des docteurs qui n'étaient pas toujours favorables, jusqu'au jour où où je découvre le golf en rééducation. Et là, ça a été le gros déclic. Ça me plaît, ça m'a plu. J'ai rencontré David dans une compétition sur Nantes. Il me dit, bon, Nico, si un jour je suis directeur à Marmande, je t'embauche. Et il m'appelle l'année dernière, Nico, viens me bosser. Donc ce boulot, c'est aussi pour vous un moyen de rebondir. De rebondir, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous les jeunes qui nous regardent ou à leurs parents? Que la vie vaut la peine d'être vécue. Il y a des limites à respecter et à savoir. C'est moi-même et frôler les limites bien nombreuses fois. Il faut s'amuser, c'est clair. La jeunesse, il faut la passer, mais il y a des limites à pas dépasser. Lesquelles? Il faut faire gaffe quand on conduit de l'alcool, quoi. Ouais. On peut passer à travers, mais ça ne réussit pas à tous les coups. C'est comme une loterie, vous en parlez tout à l'heure, je ne sais plus pour qui. Ouais. Il y a une loterie et ça passe ou ça casse. Moi, ça s'est passé 2 fois avec une voiture accidentée. Et là, la moto, c'était la sirène d'alarme. Là, calme-toi, autrement, prochain coup, tu tues quelqu'un ou tu restes, quoi. Donc là, voilà. Et je me suis ressaisi et j'ai repris ma vie en main. Et là, je vais vers une nouvelle vie qui est dans le milieu du golf, où je suis sur le circuit international. Plus après mon boulot. Sur le circuit international? Voilà, on a tout un circuit international avec Andy Golf. D'accord. Tout un circuit à toute l'Europe et j'y suis dessus. Et à moi de m'accrocher à chaque tournoi, à chaque fois que je vais à l'étranger. Le golf, on joue contre soi-même. Hein. Mais voilà, c'est sport, il faut rester humble, quoi. C'est sûr. Et ça a été une thérapie, ce golf, de marcher toujours de mieux en mieux, faire beaucoup de marcher. Parce que vous faites le parcours à pied? Je les deux. Pour limiter la fatigue, je prends la golfette, mais après je m'oblige aussi à jouer à pied pour essayer de continuer ma thérapie, à marcher de mieux en mieux, que mon pied relève mieux. Donc c'est un combat que je mène et que je suis dans un tunnel, je vois la lumière au jour, je vois la lumière au fond, faut foncer, il y a la lumière. Donc, Nicolas, à quoi ressemblerait votre compagne idéale? Joueuse de golf. J'imagine. Donc il vaut mieux qu'elle joue au golf. Simple. Il faut lui apprendre. Aimer la vie. Ouais. Sourire à la vie, simple et aimer la nature et pourquoi pas le golf. Bon, alors vous avez compris, mademoiselle ou mademoiselle?
Au mieux que ce soit mademoiselle. Hein. Oui, quand même, oui, Ouais, si. D'accord. Vous avez quel âge aujourd'hui, vous? 32. Vous allez crouler sous le courrier, vous le savez? Ah, mais je vous remercierai. Surtout si nous passons en boucle ces photos de golfeurs. Vous allez crouler sous le courrier. Pas facile à dire, crouler sous le courrier. Bon, vous nous tenez au courant, on ne sait Oui, jamais. bien sûr. Ah. Mais il y a bientôt Marmande, on se voit. Comment? On se voit à Marmande. D'accord, à Marmande. Attention. J'adore à Marmande. Moi, j'ai une tante à Casteljaloux. C'est pas loin de Marmande. Je suis à 15 km à Casteljaloux. Voilà, je l'embrasse d'ailleurs, tiens, j'en profite. Et il y a un parcours de golf aussi. Oui, oui. Karl, à l'âge de 13 ans, vous nous racontiez tout à l'heure que vous avez causé la mort de votre cousin en jouant, et tous les deux, aux cow-boys et aux Indiens. Vous avez utilisé une arme qu'on vous avait pourtant défendu d'utiliser. La veille, vous l'aviez déjà utilisée, cette arme, en appuyant sur la gâchette. Aucun coup n'était parti. Et hélas, le lendemain, une balle est partie et s'est logée dans la tête de votre cousin. Donc vous nous racontiez évidemment tout à l'heure que toute la famille est arrivée autour du cousin et que vous avez oublié ces premiers instants. Vous étiez dans quel état psychologique juste après? Juste après, ce qui est l'accident, en fin de compte, Sophie, je pense que j'ai essayé d'effacer. J'ai essayé d'effacer tout au long de ces 30 et quelques années. Le fait de participer dans ce programme, en fin de compte, c'est pour essayer d'apporter quelque chose à toutes ces personnes qui peuvent passer par un moment où ils vont vivre pendant des années avec cette image. Ils vont dormir avec cette image, ils vont avoir des cauchemars avec cette image. En permanence. On vit, on a des sueurs, on se réveille la nuit. C'est un processus, c'est personnel. Je veux dire, c'est une démarche qu'il faut vivre. Mais après, il y a la possibilité de rencontrer, je dirais, des solutions à travers le sport. Le sport a fait partie de ma vie. 36 heures de sport par semaine, 32 heures d'études. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Du tout. Moi, j'ai fait énormément de choses. Tennis, sport individuel, sport collectif, tennis, natation, karaté, je faisais du cheval. Ça vous permet d'oublier, de vous évader? Dans le sport, j'ai trouvé en fin de compte énormément de... Bien-être. Oui, enfin de réconfort. Premièrement, de réconfort. Le sport, c'est une formule pour sécréter une hormone, qui est une hormone du plaisir, non? En fin de compte, dans un premier temps. L'endorphine, ça s'appelle. Voilà, l'endorphine. Ça permet surtout peut-être de concentrer son esprit sur autre chose. Tout à fait. Est-ce que vous avez été jugé? Vous aviez 13 ans à l'époque où l'accident s'est produit. Non, il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences pénales, effectivement. De quelle peine avez-vous écopé? Le propriétaire de la maison, le propriétaire de l'arme, mon père, étant donné que j'étais mineur, et un homicide involontaire, c'est de la prison avec sursis. Ce sont des amendes. Mais bon, je pense qu'indépendamment du côté pénal... C'est votre père qui a pris la peine? J'imagine, oui. Il a donc eu une peine de prison avec sursis. Il n'est jamais allé en prison? Non, personne. Est-ce que ça a changé la nature de votre rapport à votre père? Est-ce qu'il vous en a voulu? Est-ce que... Oui, un petit peu. C'est pas simplement une relation père-fils. Ça a eu des conséquences. Familiales? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? La douleur déjà, j'imagine, d'une famille. Moi aujourd'hui, je me mets dans la peau de ma tante. J'ai une petite fille de 4 ans et demi. Michael avait 4 ans. Vivre avec cette douleur, je pense que c'est horrible, quoi. T'arracher un enfant, t'enlever un enfant, c'est terrible. Elle vous a jamais pardonné? Si, je pense. Ma tante est très, très religieuse. De la même manière, on a toujours eu un message. Le premier message qu'elle m'a lancé a toujours été un message très réconfortant. Si le bon Dieu a rappelé Michael, c'est que c'était marqué quelque part. Et... Il est où pour vous, Michael, aujourd'hui? Il est présent. Est-ce que vous pensez à lui tous les jours?
tous les jours, j'y pense. Le fait de dire tous les jours, il est présent. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, très bien. Très bien. Aujourd'hui, je suis parti sur l'Espagne à 25 ans, faire ma vie. C'est une forme de recommencer, c'est une forme de continuer les études, c'est une forme de... Et c'est une forme de... De fuir la famille, peut-être, aussi? Possible. Et aussi, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Votre fille a 4 ans, Michael avait 4 ans, et on entend dans votre discours une hyper-protection par rapport à votre fille, tout comme Annick par rapport à ses enfants. Comme si vous colliez à votre fille, c'était vraiment... Nicole a changé ma vie, c'est vrai. Maintenant, le fait de voir Nicole, j'ai pas l'image de Michael omniprésente, mais je me rends compte énormément, en fin de compte, de la relation père-fils, père-fille. Oh, maman. Je sais pas si ça donne une explication à être protecteur. Oui. On peut faire le rôle de père, on peut faire le rôle de mère. Collant. On va à présent écouter la suite du témoignage de Marie-Ange, qui nous racontait tout à l'heure que vous vous êtes retrouvée enceinte à l'âge de 17 ans et vous déclarez que la naissance de cet enfant a été une erreur de jeunesse. Oui. Vous nous racontiez votre accouchement très difficile, très douloureux, douloureux. et que vous avez été privée de votre bébé pendant 3 mois. Quand il est rentré chez vous, vous aviez tout simplement du mal à le prendre, Et oui, à lui parce que faire je des me câlins. demandais ce qui m'arrivait finalement. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai là dans mes bras? Mais qu'est-ce que c'est que cet enfant? Ça fait drôle, 3 mois après, déjà j'en voulais pas. Ensuite, j'ai été privée de lui. On me l'aurait donné, je ne l'ai même pas vu, d'ailleurs, à la naissance, hein, parce qu'il est parti tout de suite. Est-ce que vous avez réussi à tisser un lien avec votre enfant? Alors, durant son enfance? Durant son enfance, bon, jusqu'à l'âge de 5 ans... oui, ça allait. Hein. De toute façon, c'était mon fils. Il n'y a pas. Hein. Il fallait marcher. Il fallait que je m'en occupe. Ça veut dire quoi, ça allait? Vous étiez tendre avec lui? Non, pas du tout. J'ai jamais été tendre avec lui. Vous lui faisiez des bisous? Non, jamais. Il me l'a reproché d'ailleurs. Vous dites que ça allait, mais ça n'allait pas du tout alors? Ben non, parce que bon... Parce que Yvonne va vous dire que c'est dans ces années-là que tout se construit. Oui. Mais en fait, c'était... Au fond de moi, c'était quand même assez conflictuel. Hein. C'est-à-dire que j'avais envie de l'aimer et j'avais envie de le repousser en même temps. C'était très bizarre. Hein. Voilà. Et puis... Et il ne demandait pas, l'enfant, il n'était jamais en demande de vous, de vos câlins? Après, il y a eu une autre phase quand j'ai eu l'autre enfant. Donc, lorsqu'il a eu 5 ans, c'est ça? Alors, j'ai divorcé quand mon fils a eu 5 ans. Et là, ça a été l'arrachement total. C'est-à-dire, c'est un enfant je me suis séparée de lui parce que j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait ma vie. Ça a été l'amour de ma vie. Et là, j'ai vraiment aimé quelqu'un. Et je suis partie au bout du monde. J'ai beaucoup voyagé. Donc, vous avez laissé votre enfant? J'ai laissé mon enfant où? À son père. Voilà. Et à partir de là, ça a été une déchirure totale. C'est-à-dire que cet enfant... Pour qui? Pour lui et pour moi, pour les deux. Et, excusez-moi, j'ai du mal un peu à parler. Vous en avez beaucoup souffert de devoir le laisser? Non, parce que mon mari était très gentil. Et il me payait souvent mon billet d'avion et il me disait « rentre en France, va le voir ». Donc je rentre en France, je prenais 1 mois avec moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que me séparer de lui, ça devenait dur. Et pour lui, et pour moi. Et un jour, il m'a dit... Et quand vous rentriez, vous arriviez à être tendre avec votre enfant? Oui. Plus que vous ne l'aviez jamais été auparavant? Quand il a grandi surtout, oui. Et un jour, mon fils m'a dit « Maman, quand je regarde des avions dans le ciel, j'ai l'impression que tu es dedans. » Ça m'a choquée. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a choquée. C'est là que je me suis dit, mais cet enfant, il s'ennuie de moi, en fait. Il a besoin de ma présence, puisqu'il me dit ça. Et puis... Et vous en aviez toujours douté? En fait, ma mère me le disait. Elle me disait, ton fils t'aime beaucoup. Puisque bon, il allait chez son père souvent, mais maman le prenait, quand je partais souvent, maman le prenait le week-end, elle s'en occupait. Et elle l'a souvent pris d'ailleurs. Et... Alors, il y a un événement qui vous a encore davantage éloigné de votre fils, quelques années plus tard. En fait, il y a eu plusieurs événements. C'est-à-dire que bon, cet enfant a été trimballé à droite, à gauche, chez son père, ses grands-parents, chez moi. Le temps a passé et j'ai eu un deuxième enfant
qui a été l'amour de ma vie aussi, que je n'ai jamais refusé parce que c'est un enfant qui était désiré, l'enfant de l'amour, il a été voulu. Il avait quel âge, votre fils, au moment où vous avez eu ce Mon fils avait à l'époque 10 ans, puisqu'ils ont 11 ans de différence tous les deux. Donc ça a dû être dur pour lui, j'imagine. Ça a été très dur pour lui. Est-ce qu'à un moment donné, vous l'avez pris chez vous? Oui, tout à fait. Et comment ça se passait quand il était chez vous? J'ai demandé d'avoir la charge de mon fils, parce que nous sommes rentrés d'Afrique. Et là, j'ai dit à mon mari, je veux reprendre mon enfant. Et il m'a dit, écoute, puisque j'avais donné la charge au juge, au tribunal, j'avais dit, je n'en veux pas, je le donne à son père. Donc, vous allez me dire comme un paquet. Mais Ouais, bon, c'est sûr. À vous entendre, j'ai du mal à imaginer qu'une mère puisse dire ça. Bien Pardon, sûr. mais- c'est mon mea culpa. Ouais. Donc en fait, nous avons été au tribunal et j'ai demandé la charge complète de mon enfant. Donc j'ai eu mon fils et les deux petits, ça n'allait pas du tout. Il était très jaloux du deuxième. Voilà. Et un jour, il m'a dit, mais maman, pourquoi moi tu me prends pas sur tes genoux? Et je lui ai dit, mais enfin, je ne vais pas dire son nom, mais moi j'ai dit, tu es grand. Il avait à l'époque 11 ans, j'ai dit, je ne vais pas te prendre sur mes genoux. Et il était très jaloux du petit. Et il vous a pas dit pourquoi tu ne m'as jamais pris sur tes genoux? Tes genoux, oui, parce qu'il voyait le petit et j'embrassais le petit. Je l'embrassais pas lui. Et c'était dur pour lui. Et voilà. Et donc, je l'ai re-rendu à son père. Ça n'a fait que ça, parce qu'il était jaloux de son petit frère. Il le pinçait. Bon, alors, je l'ai rendu à son père, et puis un jour, c'est lui qui m'a téléphoné. Il m'a dit, maman, je veux revenir près de toi. Ben, je lui ai dit, À quel reviens. âge? Il avait, à l'époque, 18 ans, à peu près. Donc, il est revenu, et les deux frères s'entendaient à merveille, je dois dire. Là, ça a été autre chose. Il était plutôt protecteur envers son petit frère. La jalousie s'était tournée en amour sur son petit frère. Et un jour... Il est resté quelques années avec nous, ça se passait bien. Bon, les deux frères s'entendaient à merveille. Et un jour, on s'est disputés violemment, tous les deux. Et je lui ai dit, tu n'aurais jamais dû venir au monde. Alors, je voudrais juste, vous réagissez évidemment, je voudrais juste saluer le courage de cette maman, parce qu'elle nous dit des choses, c'est vrai, qui sont difficilement entendables, je ne sais pas si ça se dit, mais par d'autres mamans. Mais on imagine le courage qu'il vous faut aujourd'hui pour témoigner sur notre plateau. Et la détresse aussi. Et je crois qu'on entend chez vous déjà votre peur. Vous avez été abandonné par votre mère et vous avez vécu avec votre père ce que votre fils a fait. Donc il y a une forme de répétition là qui se trame. Tout à fait. Je fais une psychothérapie en ce moment et c'est ce que m'a dit la psychologue. Voilà. Alors, donc vous lui avez dit ça, comment il a réagi, votre fils? C'est terrible. Il m'a dit, je m'en vais, tu me reverras plus jamais. Bah oui, j'imagine. Alors, vous en êtes où aujourd'hui? Alors, j'en suis que... J'ai dit à mon petit, le dernier, j'ai dit, il ne faut jamais que tu oublies ton frère. Parce que je vous aime tous les deux. Mais vous Je l'avez les aime revu, tous les votre deux. fils aîné? On se croise de temps en temps. Vous parlez? Chose qui est bizarre, c'est que c'est moi qui l'ai repoussé. Et que quand on se rencontre, parce qu'il habite la même ville que moi, et quand on se rencontre de temps en temps, il me tourne jamais le dos. Il vient m'embrasser et me dit bonjour maman. Franchement, pardon, mais votre fils, il fait preuve de qualité de cœur incroyable. Bien Après sûr. tout ce qu'il a enduré, cet enfant. Oui. Et manifestement, il vous aime plus que tout. Il n'a pas l'air de vous en Il n'est vouloir. pas heureux. Bah, il a certainement dû avoir du mal à se construire. Oui, mais il a choisi, vous avez dit qu'il est entre la vie et la mort, il a choisi la vie et on sent qu'effectivement il s'accroche. Peut-être c'est plus difficile pour lui, mais vous avez eu avec lui un lien très ambivalent fait de rejet et d'amour. Mais quand vous le rejetiez, c'était vous que vous rejetiez, c'était votre situation que vous rejetiez, c'était pas lui. Je pense, c'était oui. une situation que vous rejetiez, c'était votre erreur que vous rejetiez. Oui. Et je crois qu'effectivement, il vous tourne jamais le dos. Et je crois que Il ne m'a cette jamais phrase tourné qui- le dos. Quand- Il ne me quand- parle plus. Hein. Alors, quand Mais- lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Oh, c'est vieux. La dernière fois que je l'ai vu, ça doit faire il y a au moins 3 ans. On s'est rencontrés sur un escalator. Et vous lui Lui, avez il parlé? descendait et moi, je remontais. Et je La l'ai dernière fois que vu. vous l'avez vu Oui. et parlé? Non, on ne se parle pas. Et je lui ai dit comment tu vas. Il m'a dit bien. Et toi, maman? Je lui ai dit ça va. Il m'a embrassé. Puis il m'a dit je m'en vais, je suis pressée. Il n'avait pas envie de parler, quoi. Voilà. Il a une famille? Oui.
Il est papa? Il est papa et il a une fille et un garçon. J'ai des petits-enfants Que vous n'avez jamais vu? que je n'ai jamais vus. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, je suis là déjà pour dire une chose. Enfin, maintenant, ça n'existe plus. Ce que je ne comprends pas, c'est que maintenant, avec tout ce qu'on fait, c'est-à-dire il y a la pilule, il y a des tas de choses qu'on peut prendre, je ne comprends pas qu'il y a encore des jeunes femmes ou des jeunes filles qui se font avorter. Ça ne devrait pas exister. Moi, j'ai pratiquement pas eu le choix. Il fallait que j'aille à l'étranger. Je devais aller en Angleterre pour me faire avorter. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligée d'accepter cet enfant. Et en fait, ça m'a détruit, quoi. Et ça l'a détruit lui Mais aussi. vous n'êtes pas contre l'avortement, c'est pas ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est pas ce que je Voilà, dis. vous regrettez qu'on doive en arriver là. Voilà, tout à fait. Donc vous êtes en train de dire que vous auriez avorté. Oui. Si votre fils entend ça, c'est difficile à entendre, encore une fois. Non, attention, c'est pas ça. À l'époque, Oui. j'aurais dû me faire avorter, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur de tout ça parce que ça se passait très mal. Les avortements se passaient très mal. C'était pas comme maintenant. Alors, s'il nous regarde aujourd'hui, parce que moi, ce que je vous souhaite de tout mon cœur, c'est de revoir votre enfant et de renouer des liens avec lui. J'imagine que c'est ce que vous souhaitez aussi. Mais lui ne le souhaite pas. Mais rien n'est savez-vous définitif dans la vie. Vous n'en savez rien, je veux dire que vous supposez. Il ne faut pas supposer, il faut oser demander. Sinon, vous Alors- n'avez que des réponses tronquées. S'il nous regarde aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Je voudrais te dire que je t'aime autant que ton petit frère. Et je vous aime tous les deux pareil. Voilà. Et puis? Et puis, te revoir, je pense que tu n'y tiens pas trop. Mais... Non, À bientôt. Alors, qu'est-ce que vous voulez lui dire à lui tout seul, sans parler de son petit frère? Adressez-vous à lui tout À seul. lui, eh ben, je voudrais lui dire que si tu me vois aujourd'hui, j'aimerais qu'on se parle tous les deux face à face et qu'on discute ensemble de ce qu'on a à se dire. Voilà. Voilà, et que peut-être vous avez envie de lui dire que vous l'aimez, tout simplement. Je les aime tous les deux. Mais Je l'aime, je t'aime. Je Oui. t'aime. Et mais je ne veux pas faire de jaloux. Je les aime tous les deux. je ne vois pas pourquoi vous feriez des jaloux. Là, vous vous adressez à celui que vous ne voyez pas. Eh ben, je veux te dire que je t'aime. Et que peut-être vous souffrez de cette situation, on le voit bien. Je souffre de cette situation et je me fais soigner pour ça. Marie-Ange, je vous souhaite de revoir votre fils et surtout de le serrer dans vos bras, de le prendre sur vos genoux. Oui. Il est grand, il a 41 Et ans. il appréciera quand même. De la bonne humeur, Cette chanson a vu le jour, je faisais l'amour avec une demoiselle. Et là, elle vous crie « Vas-y, Francky, c'est bon !» des personnages Mais j'adore le fer yesh. Le faire? C'est vrai que vous parlez pas verlan. Le fer yesh. C'est vous, là? Oui, c'est moi. Non, mais c'est un montage. Vous cherchez une blonde avec des cheveux courts, je comprends mieux. Alors on danse. Alors on danse. Je pourrais vous raconter une histoire, mais elle est un petit peu longue. Bah, elle me dit, bah ouais, voilà, je suis enceinte. J'ai bien compris, mais comment ça se fait? Ener faisait tadidadidatan, tadidadidatan, Je rêverais de voir vos fesses. Vous voulez les toucher? Donnez-moi votre main. des situations insolites, Là. retrouvez-nous chaque jour dans Toute une histoire pour des moments hauts en couleur. Sans entraînement.